Magazine Pluriel. Juliette Kamde. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Elle rappelle l'importance de rendre nos communautés plus accessibles, équitables et inclusives. La Journée internationale des personnes handicapées est célébrée ce samedi 3 décembre. Pèlerinage annuel diocésain au sanctuaire marial de Corvier. Ils sont des milliers de pèlerins en plein chemin de croix en ce moment même sur le site. Présidentielle 2023 au Gabon, plusieurs grandes formations d'opposition semblent répondre favorablement à l'appel de l'unité lancé par la présidente du parti Union nationale. Le Togo renforce son arsenal juridique en termes de répression des violences sexuelles en milieu scolaire, dans les ateliers et centres de formation ou d'apprentissage. Le texte a été voté mardi à l'Assemblée nationale. On en parle avec le ministre des Droits de l'Homme, Christian Trémois, invité du journal. Un deuxième invité dans cette édition, le directeur des programmes de la FETAF, la Fédération des associations des personnes handicapées. Et puis les autres rendez-vous du journal magazine Pluriel, les échos du palais, les sports et la revue de presse. La Journée internationale des personnes handicapées est célébrée ce samedi 3 décembre. Elle rappelle l'importance de rendre nos communautés plus accessibles, équitables et inclusives. Marie-Claire Pagnou fait le portrait d'Aflim Akwete Johnson, une personne en situation de handicap et journaliste sportif à la télévision togolaise. Aflim Akwete Johnson, journaliste à la télévision togolaise d'une trentaine d'années, souffre d'un handicap des membres inférieurs. Ayant des difficultés à se déplacer, il prend appui sur ses deux béquilles, ce qui ne l'empêche pas de mener son activité professionnelle. C'est par le sport que moi je suis arrivé au journalisme. C'est-à-dire que même dans mon incapacité de jouer au football par exemple ou de pratiquer une activité sportive, j'aimais beaucoup le sport. Au fil du temps, l'envie de suivre les informations sportives, d'en donner également, conduit à écrire et donc de ces petits essais est venue la passion pour le journalisme. Après, il y a eu la formation et puis on se retrouve à la division des sports de la TVT depuis 2014. Bien qu'étant fier dans l'exercice de son métier, Akwete Aflim Johnson relève quelques difficultés auxquelles il est confronté. Les difficultés, il y en a de plusieurs ordres. C'est d'abord des difficultés dans le déplacement de la maison pour arriver à la télé. Il faut trouver une moto qui soit adaptée à votre situation pour que vous puissiez vous déplacer. Et tout ça là, c'est des contraintes. Au-delà de ça, l'accès au bâtiment, c'est pas toujours adapté et ça pose un autre problème pour une personne en situation de handicap moteur. Pour Akwete, le handicap n'est pas ce qui fait le plus mal, mais le regard des autres. Aujourd'hui, ça fait un peu mal quand vous voyez dans la rue des personnes en situation de handicap qui sont devenues, excusez-moi les termes, des mendiants. Parce que pour la plupart, on n'a pas su les orienter comme il faut. On a négligé leur potentiel qu'il faut savoir exploiter, même quand on est en situation de handicap. Faut pas les abandonner à leur sort. Il faut inciter les autres également à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce qui fait le plus mal, c'est pas tant le handicap, mais c'est le regard des autres, c'est le jugement qu'ils portent sur vous. Et c'est là que je dis, il faut que les gens aient du cran pour pouvoir dominer ces situations-là. L'accessibilité, le regard des autres évoqué par Aflim, nous en parlerons davantage avec Didier Nkepo. Il est le directeur des programmes de la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées. Ce sera dans la rubrique Invité. Ils ont également participé à cette activité éco-jogging. Je veux parler des personnes handicapées, une activité organisée par l'Agence nationale de volontariat du Togo. Ce samedi à Lomé, c'était à travers une course dans les rues de la ville qui a eu pour point de chute le siège de l'agence. Emmanuel Améblamé. Bougeons et sauvons la planète. Jogging, jogging.
Tout vêtu de t-shirts blancs avec de grands sacs en plastique noir et des gants aux mains, la foule sportive drainée par la NVT a débarrassé les rues de Lomé des déchets plastiques. Une opération exécutée avec un slogan phare qu'elle scandait. L'activité qui intervient en prélude à la célébration de la Journée mondiale du volontariat lundi prochain vise à l'assainissement de l'environnement. Félix Tagba, fondateur Eco-Jogging. On a fait Eco-Jogging qui consiste à courir ou à marcher tout en ramassant les déchets et à les recycler. Donc aujourd'hui spécialement on l'a fait avec l'Agence nationale du volontariat, France Volontaire et d'autres partenaires. C'est une activité qu'on fait régulièrement chaque année dans le cadre de la Journée internationale du volontariat. L'idée c'est de faire du bien à notre corps et de faire en même temps du bien à la planète. Il y a tellement de déchets qui circulent. Nous invitons toute la population à ne plus jeter ces déchets dans la nature, mais à les mettre au moins dans des poubelles pour éviter que ces déchets causent des inondations, que ça détruise l'écosystème marin et que ça pollue en général l'environnement. Cette initiative de la NVT qui a pris fin par une cérémonie de don de sang a eu l'adhésion d'un grand nombre. Certains volontaires témoignent. Nous venons de prendre part à Eco-Jogging et je dirais que ça nous a fait du bien. Nous avons couru, nous avons fait un peu de sport et on a profité pour ramasser les sachets plastiques, les sachets de pure water au sol et je pense que vraiment ça a fait du bien et vraiment c'est une bonne activité vraiment à privilégier. C'était très bien avec la course, je l'ai trouvé bien, génial et que si on le faisait chaque samedi pour faire ce genre d'activité, vraiment ça va améliorer notre environnement dans nos communautés. Le thème retenu cette année pour la Journée mondiale du volontariat est la solidarité à travers le volontariat. Courir et enlever les déchets fait du bien à l'environnement et au corps. La vaccination participe elle aussi à la santé de la personne. La campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole, couplée de la supplémentation en vitamine A et le déparasitage à l'albendazole, aura lieu du lundi 5 au dimanche 11 décembre prochain au Togo. En prélude à cette campagne, les professionnels des médias ont été mis au parfum du déroulement de cette opération de vaccination. Objectif, amener les journalistes à faire comprendre aux populations l'importance de cette campagne et surtout contribuer à mobiliser les ménages et les communautés pour leur adhésion à la campagne. Boyode Adongleso, ingénieur en santé environnementale à la direction régionale de la santé, Grand Lomé. La campagne, elle va se dérouler comme d'habitude. Il y a les postes fixes qu'on va laisser au niveau des formations sanitaires. Il y aura des équipes dans les écoles, dans les maternelles, dans les marchés, au niveau des places publiques, chez les chefs. Et les équipes iront au niveau de ces endroits pour administrer les interventions aux enfants. La rougeole et la rubéole sont deux maladies qui tuent les enfants, particulièrement au Togo. Il est capital pour nous de supplémenter les enfants en vitamine A afin de renforcer leur immunité, renforcer aussi leur vision et stimuler aussi leur croissance. Cette campagne qui se déroulera sur toute l'étendue du territoire national est totalement gratuite. Économie à présent, la foire internationale de Lomé est ouverte depuis mercredi dernier. Comme Lan Yakbe, le directeur financier du CITEF, revient ici sur le nombre de participants et de stands ainsi que la particularité de cette 17e édition. La particularité, c'est l'engouement des opérateurs économiques pour cette édition de la foire. Cette édition qui est une édition de la relance économique après 2 ans de suspension des activités de promotion commerciale. Alors, nous avons 1055 exposants au total inscrits. Nous pensons que nous allons avoir près de 400 000 visiteurs. C'était autour de 300 000 visiteurs la dernière édition en 2019. Cette année, nous envisageons atteindre les 400 000 visiteurs. Le nombre de stands généralement correspond au nombre d'exposants, parce qu'un exposant égale à un stand, mais souvent le nombre de stands n'atteint pas le nombre d'exposants, parce qu'il y a des exposants qui se partagent donc les stands. D'où, en termes de stands, nous sommes à environ 906 stands opérationnels.
Le CETEF regorge des pavillons et autres sites camerounais pour la circonstance. Nous retrouvons Yakwe Komlan. Nous avons 4 pavillons au total sur le site, dont 3 sont exploités cette année. Il y a un pavillon qui n'est pas exploité cette année. Et nous avons 2 galeries, la galerie Haho et la galerie Kara. Et en dehors de ça, nous avons créé un marché de l'artisanat, un marché qui est dédié spécifiquement aux artisans sur le site. Et nous avons également un compartiment qui est réservé à la restauration. Et c'est dans ce compartiment également qu'est situé New World TV, qui a l'exclusivité de la transmission de la Coupe du Monde. Les autorités ont voulu que, malgré la crise qui a vraiment paralysé les activités économiques, que nous puissions vraiment redémarrer les activités de promotion commerciale pour donner un souffle nouveau à l'économie. Il s'agit pour l'autorité de relancer l'économie à travers la consommation et donner l'occasion aux gens en fin d'année de pouvoir s'approvisionner sur place. Parce que quand vous venez sur le site, il y a tout sur place. Vous pouvez trouver des jouets jusqu'aux habillements, même jusqu'aux nourritures. Vous pouvez vous approvisionner en tout pour les fêtes de fin d'année. Du site de la foire Togo 2000, nous allons tout à côté à l'aéroport où un exercice de simulation d'un crash d'avion hier s'est déroulé donc sur la plateforme aéroportière. Le crash est survenu d'ailleurs dans la zone du CETEF, Centre Togolais des Expositions et Foires de Lomé. Une situation de crise rapidement gérée par la SALT, Société aéroportuaire de Lomé, Tocoin, Yao Kamake. Une simulation grandeur nature de gestion de crise pour la sécurité et la sûreté de l'aéroport international Gnassingbé et Yadema, celle déroulée ce vendredi en est une. C'est à 7h23 qu'un avion en difficulté, doublé d'un feu à bord, transportant des produits chimiques toxiques, s'écrase en dehors de la clôture de l'aéroport à Atiégou. La tour de contrôle alerte les cellules de gestion de crise qui se mettent aussitôt en branle sous le commandement du colonel Latanyama Dokissim, le directeur général de la SALT. Il y avait 5 membres d'équipage. Le commandant de bord est décédé. Le copier heureusement est en vie. Il y a 4 enfants, dont 2 bébés, 18 femmes, dont 2 femmes enceintes, 33 hommes, 30 blessés graves, 15 blessés légers. Chaque cellule de crise déploie les moyens appropriés. En moins de 25 minutes, le lieu du drame est bouclé avec délimitation d'une ceinture de sécurité. Sous les tentes du poste médical avancé PMA, les blessés non encore évacués ne pouvaient pas contenir leur douleur. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Où sont les médecins? La qualité de l'opération et la promptitude de réaction des acteurs ont impressionné les pays invités, à l'instar du Burkina Faso. Alex Zongo, représentant des opérations aéroportuaires de Ouagadougou. Ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est les moyens mis en œuvre pour le déploiement. Vous voyez que pour gérer une crise, il faut des équipements, il faut des moyens. Et nous avons vu le déploiement des moyens, tant en termes de véhicules. Et nous avons vu aussi une autorité qui est l'ANIAC, bien équipée avec des EPI, des équipements de protection individuelle contre les produits chimiques. Ça, c'est vraiment impressionnant. Et nous avons compris l'importance d'acquérir du matériel et de le rendre disponible en cas de crise. La gestion de crise a pris fin à 9h30. Nous avons besoin de Dieu en temps de crise. Parlons religion avant de boucler la page nationale. 25e édition du pèlerinage diocésain à Corvier. Les fidèles catholiques de l'archidiocèse de Lomé y ont fait le déplacement ce samedi. Les choses ont débuté avec l'accueil sur le site de la statue de la Vierge Marie, Notre-Dame des Douleurs. Pacôme Johnson depuis Corvier. Effectivement, Juliette, tout a commencé ici avec le mot de bienvenue de l'archevêque de Lomé, Monseigneur Nicodème Bariga bénissant, et l'accueil du statut de la Vierge Marie, Notre-Dame des Douleurs, par les pèlerins qui ont fait nombreux déplacements. Dans son mot d'ouverture, le prélat a invité les fidèles à vivre dans l'espérance.
de petits changements dans le programme pour rehausser le caractère spirituel du pèlerinage. Cette fois-ci, la méditation du chapelet a précédé le chemin de croix. L'animation des célébrations liturgiques sera assurée par la Fédération des chorales Sainte Trinité. Juliette, à l'heure où nous parlons, les pèlerins continuent par rallier le site pour participer à ce 25e pèlerinage à Corlier, le premier du genre après la pandémie à coronavirus. Les pèlerins doivent être en ce moment sur la 6e station du chemin de croix. Le chemin de croix, c'est la méditation de la passion du Christ. Faire le chemin de croix est une cérémonie qui fait revivre les événements de la passion du Christ. On pense aux souffrances du Christ et on fait l'expérience de l'amour que révèle son attitude. Cette méditation éveille un sentiment de compassion et de gratitude envers le Seigneur qui a aimé le monde jusqu'au bout. Actualité internationale présidentielle 2023 au Gabon, plusieurs grandes formations politiques d'opposition semblent répondre favorables à l'appel à l'unité lancé par la présidente du parti Union nationale. Paulette Missambo invite les partis de l'opposition au rassemblement afin de l'emporter à l'élection présidentielle prochaine. Elle assure déjà que plusieurs partis souhaitent se rallier. Pour Paulette Missambo, aucun mouvement ne peut l'emporter seul face au président Ali Bongo. Elle propose donc un dialogue sans condition pour adopter des objectifs, une méthode et pourquoi pas des programmes communs. Le trafic de drogue ne cesse de croître en Afrique de l'Ouest où 14,2 tonnes de cocaïne ont été saisies chaque année en moyenne entre 2019 et 2022 contre 5,5 tonnes pour la seule année de 2007. 1140 tonnes de cocaïne ont transité depuis 2019 par l'Afrique de l'Ouest. Sur les 4 dernières années, le trafic annuel de cocaïne a représenté la moitié du PIB du Sénégal, près de la totalité du PIB du Niger ou de la Guinée et presque 10 fois celui de la Guinée-Bissau. 7 suspects ont comparu en justice à Bissau en février dernier après une saisie de 980 grammes de cocaïne incriminant 3 Colombiens, un Mexicain, un Malien et 7 Bissau-Guinéens. Gambie, Guinée, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin ou autres, le trafic n'épargne plus aucun pays de l'Afrique de l'Ouest. La France a autorisé l'exportation des pesticides proscrits sur son territoire. L'enquête de 2 ONG publiée mercredi 30 novembre révèle que la France a approuvé entre janvier et septembre 2022 l'exportation à l'étranger de près de 7500 tonnes de pesticides, pourtant interdits sur le sol français. Ces exportations sont censées être prohibées. Les ONG dénoncent de nombreuses failles dans le test de loi. Nous observons aujourd'hui, 3 décembre, la journée internationale des personnes handicapées. Célébrée depuis 1992, cette journée vise à promouvoir les droits des personnes handicapées, à sensibiliser les gens pour des questions relatives à l'inclusion des personnes handicapées dans la vie politique, économique et culturelle. Notre invité, M. Didier Nkekpo, il est le directeur des programmes de la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées. M. Nkekpo, bonjour. Bonjour, madame. La 30e édition cette année de la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée sous quel thème? Cette 30e édition est célébrée sous le thème que voici, je cite, « Des solutions transformatrices pour un développement inclusif ». Le rôle de l'innovation pour alimenter un monde accessible et équitable. Un monde accessible, nous également, nous avons besoin de le comprendre, de le rendre plus accessible à nos auditeurs, ce thème. Oui, vous avez identifié le mot-clé, un monde accessible et équitable. Le problème véritable du handicap, c'est la participation sociale. La participation dans la société sur la base de l'égalité avec les autres. Alors, lorsque nous retournons à la définition
du handicap, si vous le permettez. Une personne handicapée, c'est une personne qui présente des incapacités physiques, sensorielles ou mentales durables. Mais ça ne suffit pas. Lorsque ces incapacités entrent en interaction avec les différentes barrières de la société, alors qu'est-ce que ça crée? Cette personne-là n'a pas une participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Ça veut dire que cette personne n'est pas inclue dans la société. Donc l'élément principal, c'est la barrière. Une inclusion parfaite, c'est qu'une personne puisse aller à l'école comme les autres, puisse se marier comme les autres, puisse faire le sport comme les autres, surtout qu'il y a un marathon de la paix ce matin, les personnes handicapées ont pu participer. Donc l'inclusion veut dire que la personne handicapée doit pouvoir participer à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Pour revenir sur le thème qui parle de l'innovation pour un monde inclusif, on a souvent eu des problèmes à faire l'inclusion pour la personne handicapée. Alors que, en innovant, c'est facile que l'inclusion puisse être, même si elle n'est pas totalement effective, que l'inclusion puisse être réalisée à une grande proportion. En matière d'emploi, on ne va pas attendre forcément des technologies révolutionnaires de l'extérieur, mais l'organisation même du recrutement de la personne handicapée, en adaptant les tests de recrutement à la personne handicapée, en rendant accessible la salle d'examen. Tout ça, c'est des innovations qu'on peut faire à notre niveau. La même chose est dans tous les autres secteurs, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine du sport, etc. Quand on prend le terme handicap, il renvoie particulièrement aux difficultés des personnes face à leur environnement en termes d'accessibilité, oui, de compréhension par ceux qu'ils ont en face, de participation et même d'appréhension. Vous avez donc insisté beaucoup sur l'inclusion et l'accessibilité, mais quelles sont les difficultés les plus rencontrées dans notre contexte au Togo? Oui, dans notre contexte, les difficultés sont de plusieurs ordres. Nous avons des difficultés qui sont liées au regard de la société. Lorsque vous êtes une personne handicapée, le regard, il est dévalorisant dans la société. Et une fois que le regard est dévalorisant, on se dit que la personne ne peut rien faire. Ça, c'est l'un des obstacles qui peuvent être réglés par la sensibilisation. Le regard des autres. Le regard des autres. Il y a des obstacles institutionnels. C'est des obstacles qui ne relèvent pas forcément de l'individu, mais qui relèvent des tests et des structurations dans l'environnement où on vit. Quand on parle de l'emploi et qu'on vous demande un certificat médical, et que lorsqu'une personne handicapée se présente, on dit que la personne n'est pas apte, parce que il y a des tests qui le disent, et l'interprétation aussi en est pour quelque chose. Lorsque on construit les bâtiments scolaires et que ces bâtiments ne sont pas accessibles parce que peut-être l'autorité n'a pas prévu l'accessibilité de ces bâtiments. Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui sont là, qui existent et qu'on peut changer que lorsque on agit sur, par exemple, les autorités, sur le système social de façon générale. Il y a, pour finir, les obstacles physiques. Les obstacles physiques sont tous les obstacles qui sont a priori visibles et qui empêchent une bonne circulation, un déplacement, une autonomie de la personne handicapée. Lorsqu'on a des bâtiments à étages, et les couloirs, par exemple, de certains hôtels n'offrent pas un espace pour le passage d'un fauteuil roulant, par exemple, lorsque les toilettes ne sont pas accessibles, c'est l'accessibilité physique. C'est autant d'obstacles qui peuvent empêcher l'inclusion d'une personne handicapée dans la société. Pour résumer, je dirais donc 3 gros obstacles: le regard des autres dévalorisant, les obstacles institutionnels, nos tests et documents qui ne sont pas beaucoup en faveur de la personne handicapée, et les obstacles physiques. Là, vous parlez de la circulation libre, vous parlez des rampes et des conditionnements de nos bâtiments aujourd'hui. Quels sont les grands défis de la FETAF? Oui. Je ne vais pas dire les grands défis de la FETAF, mais peut-être les grands défis liés à l'accès des personnes handicapées à leurs droits. Parce que la FETAF, fondamentalement,
lutte pour les droits des personnes handicapées. Je vais prendre les défis en termes de secteur. Je parlerai de l'éducation, de l'emploi, de la santé. Parlant de l'éducation, nous venons de parler des obstacles. L'éducation est un secteur où il y a tellement d'obstacles. Le tout premier, d'abord, c'est que les parents d'enfants handicapés cachent leurs enfants et ne savent pas que ces enfants peuvent aller à l'école. Ça commence à la base. Ensuite, il y a l'institution scolaire. Et si l'institution n'est pas accessible, l'accessibilité, elle revient encore, dont on a parlé, mais l'accessibilité au contenu. C'est-à-dire que même si l'enfant entre, est-ce que la manière de communiquer le cours, la manière d'évaluer, la manière d'enregistrer l'enfant handicapé, est-ce que ça arrange cet enfant? Il y a des enfants dans des classes qui devraient être plus proches du tableau. Il y en a qui ont besoin d'attention particulière, etc. Et nous parlons d'éducation inclusive, c'est un terme très simple, une éducation qui prend en compte tous les enfants à besoins spécifiques, y compris les enfants handicapés. Donc, en matière d'éducation, il y a des défis. L'éducation inclusive qui est mise en œuvre n'est pas encore véritablement institutionnalisée, n'est pas encore prise en compte par l'État. À l'emploi, le problème principal est que il n'y a pas de mesures incitatives, par exemple au niveau des entreprises, pour les encourager à recruter les personnes handicapées, comme on le fait sous d'autres cieux. Ailleurs, on encourage les entreprises à recruter les personnes handicapées. On peut par exemple exonérer une société de taxes. Voilà, en exonérant des sociétés d'un certain nombre de taxes pour les encourager à recruter les personnes handicapées. Et ça, ce n'est pas le monde parce que ces sociétés qui recrutent ces personnes handicapées découvrent en fin de compte que mais c'est des personnes très compétentes. Quand on prend l'accès à la fonction publique, c'est par concours. Et ça, il n'y a pas de loi de quota au Togo, par exemple, où on se dit, lorsqu'il y a un concours, il faut que tel pourcentage de personnes handicapées puissent être recrutées de façon automatique. Alors, en matière d'entrepreneuriat, il faut encourager le financement des entreprises des personnes handicapées, encourager l'initiative privée des personnes handicapées. Ce faisant, on crée une société équitable. En matière de santé également, il y a la santé de réadaptation des personnes handicapées. Le coût de réadaptation est très cher. Lorsqu'on fait un appareillage pour une personne handicapée, c'est très cher. Alors qu'il a été démontré par l'OMS que les personnes handicapées sont les plus pauvres. Lorsqu'on prend les pauvres, on voit que la proportion de personnes handicapées est plus élevée parmi les pauvres. Ça veut dire que pour leurs soins de réadaptation, il faut également exonérer les taxes qui entrent dans la fabrication de ces matériels de réadaptation. Pour finir, dans la santé, il y a la santé de reproduction de la femme handicapée. Les tables gynécologiques que les autres femmes utilisent ne sont pas adaptées pour les femmes handicapées parce qu'il faut monter sur ces tables-là qui ne sont pas adaptées, donc il faut les adapter. La femme de façon générale, surtout quand vous parlez de la maternité, avec les sages-femmes, ce n'est pas évident et la femme handicapée à la maternité, elle est doublement discriminée. On a eu des témoignages. Est-ce que vous avez de ces retours à votre niveau à la FETAS? Bien sûr, nous avons de ces retours de sorte que certaines femmes handicapées, lorsqu'elles tombent enceintes, n'aiment plus aller à l'hôpital. Ce que ça crée, c'est un cercle vicieux parce que ces femmes n'allant pas à l'hôpital vont faire des enfants handicapés. Vous savez que la plupart des handicaps s'acquièrent à la naissance lorsque la femme n'est pas bien protégée, n'est pas bien traitée. Didier Nkekpo, est-ce que vous avez aujourd'hui un plaidoyer à faire? Oui, le plaidoyer principal et le plus grand défi, c'est la révision de la loi nationale de protection sociale des personnes handicapées. Pour la petite histoire, le Togo a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 1er mars 2011, alors que la loi nationale existait depuis 2004. Donc, il y a besoin que cette loi soit révisée et arrimée à la convention que notre État a ratifiée. Lorsque la loi est ratifiée, beaucoup de choses vont changer. J'avais parlé des obstacles institutionnels. La loi pourra régler beaucoup de choses. Donc, notre grand plaidoyer, c'est que la loi de 2004 puisse être révisée et adoptée.
Et pour finir, monsieur le directeur des programmes de la FETAF, un message à l'endroit des parents. Vous avez évoqué le fait que certains parents cachent leurs enfants handicapés. Vous avez un message à leur endroit? Oui, c'est très simple. Il ne suffit que de découvrir des personnes handicapées qui excellent aujourd'hui. Les exemples sont pléthores. Je donne l'exemple du président actuel de la FETAF, monsieur Akapo Noumado, qui est une grande personnalité, qui est un directeur d'une grande école, alors que c'est une personne handicapée. L'ancien président de la FETAF, une personne handicapée visuelle, monsieur Ayassou, qui est un grand cadre de l'administration. Et ça, c'est des exemples du Togo. Mais nous avons également monsieur le député à l'Assemblée, monsieur Aoumé Zounou. Nous avons autant d'exemples au Togo. Si les parents de ces personnalités ne les avaient pas mis à l'école, est-ce qu'ils deviendraient ce qu'ils sont aujourd'hui? Non. Didier Nkiekpo, vous êtes le directeur des programmes de la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées. Merci. C'est moi qui vous remercie. En attendant donc d'arrimer la loi sur les personnes handicapées aux conventions internationales, en tout cas, à l'Assemblée nationale, mardi 30 novembre, la loi portant protection des apprenants contre les types de violences à caractère sexuel a été votée. Une façon donc de renforcer l'arsenal juridique du Togo contre le harcèlement, le proxénétisme ou les grossesses indésirées dans les établissements scolaires, les ateliers et centres de formation ou d'apprentissage. Nous recevons maintenant Christian Trimois, ministre en charge des droits de l'homme, porte-parole du gouvernement. Il répond aux questions de Charlotte Ahar. Monsieur le ministre, quel est l'écart d'âge qu'il faut pour qualifier un acte de pédophilie? Le code pénal prévoyait, pour qualifier par exemple un élément de pédophilie, que l'écart entre la victime et l'auteur ne devait pas dépasser 5 ans. Nous avons sauté cet élément précisément parce que la question de l'âge, notamment quand on est avec quelqu'un qui a un rapport d'autorité, la confusion est très vite faite. Je ne sais pas si vous avez un monsieur de 29 ans, 30 ans face à un enfant de 17 ans, en fonction de sa culture, de sa connaissance, de son caractère, de son charisme, peut résister ou être simplement influencé par la position de cette personne. Quand c'est un enseignant en plus ou quand c'est une personne qui a votre garde ou à qui vous avez un respect particulier, l'écart d'âge peut avoir une véritable influence. Vous prenez simplement le respect révérentiel. Quand vous avez une personne 59, 60, 62 ans, par exemple, et on vient de signaler, par exemple, un monsieur de 83 ans qui fait de la pédophilie VSTB. Quand il est devant un enfant de 16 ans, l'âge simplement impressionne ce fait que l'enfant n'ose même pas dire, il appelle tellement papa qu'il n'ose même pas dire ne fais pas. Il est hébété du simple fait de l'écart de l'âge. Donc la question de l'âge est importante, il faut maintenir absolument ce critère d'âge. En revanche, après les juges les gardent toujours, bien évidemment. Quand on est entre un enfant de 14 ans et un enfant de 16 ans, on n'est pas dans les mêmes dimensions que si on est entre un enfant de 16 ans et une personne de 30 ou 45 ans. Les écarts sont là, ils sont mesurés. Le code pénal, lui, mettait la pédophilie pour un mineur de 15 ans. Le code de l'enfant, alors, en réalité, ce code, on avait travaillé dessus à l'époque, il me semble que c'était une erreur de rédaction, qui avait fait que le code avait écrit un enfant de moins de 15 ans. Donc, en fait, le test actuel corrige ces tests. D'abord, pour s'aligner sur l'obligation de scolarisation, puisque la Constitution dit que l'école est obligatoire jusqu'à 15 ans. Mais attention, quand en droit on dit 15 ans, c'est 15,99,99, parce que le droit ne donne pas les décimales, mais donne la partie entière. Et la partie entière, chaque fois, il faut l'entendre jusqu'à la dernière possibilité de la décimale. En commission, quand nous avons discuté, les honorables ont préféré que ça soit clair pour tout le monde, puisqu'il s'agit d'un test que nous voulons le plus populaire possible. Et donc, nous avions dit un enfant de moins de 16 ans. Au moins, personne ne nous dira qu'il ne sait pas ce que ça veut dire moins de 16 ans. Il peut dire que 15,99, il ne sait pas, mais au moins de 16 ans. Donc, nous avons adopté pour ce test la formule moins de 16 ans, plus de 16 ans. À partir de 16 ans et en bas, vous touchez, vous êtes mort. À quel moment parle-t-on du harcèlement et de complicité d'harcèlement? La question du harcèlement et la complicité. Il me semble que là où il y a une confusion, c'est que l'auteur du harcèlement, dont le bénéfice profite à un tiers, peut également être poursuivi pour proxénétisme. Parce qu'il n'est pas lui-même le bénéficiaire direct, mais il le fait à un autre. C'est comme s'il utilisait le corps de quelqu'un d'autre à la prostitution, donc au bénéfice d'un tiers. Et je crois que c'est les deux notions qu'il faut séparer. Comment se fait la prise en charge de ces victimes de violences à caractère sexuel? Sur l'article 19, la prise en charge. Alors, la prise en charge, les amendes sont toujours destinées au trésor. En revanche, quand on est toujours condamné aux amendes, plus aux dommages et intérêts, et comme il y a un enfant à prendre en charge, il y aura une pension alimentaire. Donc,
Donc ça, c'est systématique. Le code de la personne de la famille fixe les critères suivant lesquels les pensions alimentaires, donc la prise en charge des enfants, sont réglées. Et naturellement, si la fille ou le garçon victime subit un dommage, il sera également couvert par les dommages. Mais les amendes sont destinées au Trésor. Monsieur le ministre, qu'entend-on par fraude en matière de violence à caractère sexuel? La notion de fraude, c'est une notion très intéressante parce que elle laisse la possibilité, c'est une violation du consentement de l'autre. Mais les moyens étant parfois infinis, l'imagination étant débordante, on ne peut pas les citer. Toutes les possibilités de fraude possibles. On fait la surprise. Je donne un exemple encore, vous me pardonnerez. On évoquait tout à l'heure en disant, mais le code pénal, par exemple, fait la distinction entre l'attouchement et la pénétration. Et on considérait que quand on s'amuse avec quelqu'un, je donnais en commission cet exemple, la presse va le laisser tomber. Mais vous dites à une fille, écoute, non, je vais juste toucher avec le bout, là, je vais pas rentrer là, j'ai le bout. Mais une dame disait que quand le bout est rentré, on a déjà fait l'amour. Mais ça, c'est une fraude. Parce que la petite vous croit que toucher simplement sa vulve avec le bout de votre sexe ne veut pas dire que vous l'avez fait l'amour. Mais en réalité, vous avez commis l'acte sexuel déjà. Donc c'est une violence, c'est une fraude. Parce que vous l'avez trompé. Vous l'avez trompé pour arriver à cela. Donc les moyens de fraude sont difficiles. C'est comme par exemple quand on prend les éléments comme à l'OVI 8. On considère que c'est banal. Mais le viol est défini non pas comme la pénétration de deux sexes, mais la pénétration d'un sexe par n'importe quoi. Donc un doigt qui rentre dans un sexe, c'est un viol. Et vous allez vous prendre 25 ans. Donc vous voyez, la notion de fraude permet de couvrir toutes les imaginations possibles qu'on peut avoir pour tromper quelqu'un, de sorte à pouvoir avoir accès à ses parties les plus intimes. Nous avons une aide juridictionnelle qui est fonctionnelle, que nous utilisons notamment pour les assises. Notamment les assises qui se sont soutenues récemment. Lorsque une personne qui est prévenue n'a pas les moyens de se payer un avocat, l'État lui commet un avocat d'office. Et c'est pour ça que dans l'article 9, le mot important, c'est l'expression d'office. L'aide juridictionnelle va être empruntée, va être attribuée d'office sur la base du mécanisme existant actuellement que nous utilisons uniquement en matière criminelle pour les assises. De sorte à ce que, même si la loi traîne encore un peu, au moins elle sera déjà opérationnelle immédiatement pour pouvoir protéger les filles, les jeunes gens et les femmes. Et sur les peines, quand vous regardez le test, je pense, j'ai pas fait tout le point, mais les peines les plus élevées sont à peu près de 25 ans. Et 25 ans, c'est la moitié de la peine la plus élevée au Togo qui est de 50 ans. Aujourd'hui, depuis que nous avons aboli la perpétuité. Donc, si vous vous permettez de faire ça, c'est pour montrer aussi le niveau que, dans la président parlait du prix, mais il s'agit pas simplement du montant des amendes. Si nous mettons un prix aussi élevé pour sanctionner, c'est que nous devons aussi donner symboliquement le signal de ce que représente la femme en tant que valeur. C'est quelque chose d'important. Et c'est sur cette base que depuis 2011, je le répète toujours, le président de la République n'accorde plus la grâce présidentielle à toute infraction sur femme. Pas viol, tout attouchement. Si vous tapez sur les fesses, vous attrapez les seins, les amis, si vous prenez quelques mois de prison, vous n'aurez pas de grâce présidentielle. Ce sont des gestes qu'il faut commencer véritablement à pouvoir commencer à arrêter parce que la banalisation vient de ça. Merci, monsieur le ministre. Le sieur Diato est accusé de meurtre sur sa conjointe. Jugé devant la cour d'assises, il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Écho du Palais, Hélène Assabi. Le 23 septembre 2008, les agents de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Tandja à Blita ont été informés de la découverte d'un corps sans vie dans le village de Dikpelewu, derrière une maison d'habitation, lequel corps a été identifié comme étant celui de Damaluka Abina. S'étant immédiatement transportés sur les lieux indiqués, ils découvrirent le dit corps qui portait des impacts de coups de poignard à divers endroits. Selon les déclarations des uns et des autres, la victime aurait été agressée par le nommé Diato Kojo, son conjoint, en raison du fait que celui-ci la soupçonnait d'avoir des relations extra-conjugales avec un jeune homme du village. L'auteur aurait pris la fuite après son forfait, un avis de recherche ayant été émis par les agents enquêteurs contre lui a permis de le retrouver au Ghana où il a été interpellé puis transféré au Togo. Selon les renseignements, l'inculpé est décrit comme une personne calme, travailleuse, courtoise et aimable avec son entourage quand il n'a pas bu, mais d'une humeur bagarreuse et provocatrice sous l'effet de l'alcool. Il ressort donc, selon le cas d'espèce, que l'inculpé a commis un meurtre avec préméditation, laquelle préméditation se déduit du comportement qui a été le sien au moment des faits et qui a consisté pour lui à s'en retourner à son domicile, s'emparer d'une arme blanche
avant de revenir affronter sa femme et son amant supposé, ce qui dénote clairement son intention d'en finir avec la vie de ces personnes. En se basant donc sur ces motifs, la cour d'assises de Kara, lors de l'audience du 11 avril 2018, a condamné le nommé Djato Kodjo à 20 ans de réclusion criminelle. À samedi prochain. À samedi prochain, Hélène, sport du football, début aujourd'hui des 8e de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. À partir de 16h, les Pays-Bas affrontent les États-Unis. À 20h, l'Argentine se mesure à l'Australie. Au Togo, la 5e journée de D1 Lonato se poursuit. Cet après-midi, face à face, Kakadl, Gomido d'une part et Espoir Dito d'autre part. Les autres affiches sont prévues demain dimanche. Sans transition, la revue de presse. Polémique autour des hommages rendus à Patrick Lawson par Gilbert Bawara. Les mouvements d'humeur à Togocom. La visite de travail et d'amitié du président gabonais Ali Bongo au Togo et la tenue du sommet sur la finance africaine à Lomé sont les sujets phares à la une des parutions de cette semaine. Revue de presse, c'est avec Léontine Atogima. Lomé, désormais la capitale financière du continent. Soutenir l'inclusion financière et accélérer l'émergence d'un marché panafricain, des services financiers innovants, durables et soutenables sont entre autres objectifs du sommet AFIS, relate le dialogue. La Société financière internationale, l'une des organisatrices de ce sommet, envisage l'augmentation de l'octroi de prêts aux petites et moyennes entreprises togolaises avec l'appui de 3 institutions bancaires du Togo afin de soutenir le commerce et le financement de ces PME, relève Éco et Finance. Ce journal économique indique plus haut dans ses colonnes que la SFI a octroyé près de 600 prêts aux petites et moyennes entreprises togolaises pour une valeur totale de 2 milliards de francs CFA. AFIS 2022 s'engage pour la souveraineté financière africaine, s'en réjouit l'économiste qui poursuit en indiquant que AFIS s'est fixé l'objectif de construire un dialogue permanent entre les banques commerciales, les fintech, les institutions financières de développement, les assureurs, les opérateurs de mobile money et les régulateurs pour l'ensemble du continent. Le président fort, Eswatini Gnassingbé, à l'ouverture du sommet, a appelé à amplifier le partenariat public-privé, mentionne Vision d'Afrique. L'Axe Gabon-Togo, un partenariat exemplaire, sous-titre l'Union pour la patrie. Le bi-hebdomadaire dévoile ainsi la visite d'État du Gabonais Ali Bongo à Lomé. Le grand quotidien national, en appui, précise que le président gabonais a séjourné au Togo sur l'invitation de son homologue Faure Gnassingbé. La coopération entre les deux pays, qui s'est davantage renforcée ces dernières années, a meublé les échanges entre les deux hautes personnalités. Quand bien même solides, les deux chefs d'État travaillent à ériger un partenariat exemplaire, renchérit l'Union pour la patrie. C'est la même parution qui indique plus loin la cessation de travail au groupe Togocom. Le journal révèle que malgré le constat d'avancée du gouvernement, les syndicats des travailleurs de Togocom ont maintenu la grève. Il souligne par ailleurs que ces mouvements d'humeur se sont déroulés sans aucune grande perturbation pour les consommateurs des services de l'opérateur Togocom. Ceci peut être le résultat de la réquisition exigée par le gouvernement ou encore des dispositions qu'auraient prises les syndicats afin d'assurer le service minimum, conclut l'Union pour la patrie. Pour finir, des hommages pour honorer la mémoire d'un illustre disparu crée de la polémique. Il s'agit bien évidemment des hommages rendus par Gilbert Bawara au numéro 2 de l'Alliance nationale du changement, Patrick Lawson, conduit à sa dernière demeure le samedi passé. Hommage pathétique de Jean-Pierre Fabre et l'indécence de Gilbert Bawara visant à jeter du discrédit sur son soi-disant ami, constate Actu Express. Le changement trouve pour sa part que ce vibrant hommage de Bawara met le feu aux poudres au sein d'une certaine opposition. Chronique de la semaine émet le vœu que cet hommage rendu par Gilbert Bawara à son frère de l'opposition vienne mettre fin aux propos immoraux des opposants à la mort des proches du pouvoir.
magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le journal s'achève, le rappel des titres. Elle rappelle l'importance de rendre nos communautés plus accessibles, équitables et inclusives. La journée internationale des personnes handicapées est célébrée ce samedi 3 décembre. Pèlerinage annuel diocésain au sanctuaire marial de Corvier. Ils sont des milliers de pèlerins en ce moment même sur le site. Présidentielle 2023 au Gabon, plusieurs grandes formations d'opposition semblent répondre favorablement à l'appel à l'unité lancé par la présidente du parti Union nationale. Le Togo renforce son arsenal juridique en termes de répression des violences sexuelles en milieu scolaire, dans les ateliers et centres de formation ou d'apprentissage. Le test a été voté mardi à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi avec Christian Trémois la quintessence de ce test. L'autre invité, le directeur des programmes de la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, qui est revenu largement sur la journée des personnes handicapées célébrée ce 3 décembre. Merci à tous de nous avoir suivis.